Voilà, c'est moi qui ai cliqué, ça marche? Oui. Vous voyez. Bonjour à tous. Donc, merci de m'avoir invité à parler, particulièrement du couplage et cycle du carbone et de l'azote dans les sols. J'ai préparé cette intervention avec Gwenaëlle Lazerme de l'UMR Phare à Reims. Donc, en fait, je vais revenir très rapidement en 15 minutes, impossible de tout traiter, mais sur ce couplage et cycle du carbone, l'azote, en focalisant en particulier, Claire l'a annoncé, sur le rôle des micro-organismes hétérotrophes et des processus microbiens impliqués. On verra comment ça impacte la dynamique du carbone et celle de l'azote, mais aussi la rétroaction de l'effet de la disponibilité de l'azote sur la décomposition des résidus. Après, je vais faire deux focus, malheureusement un peu rapides. D'une part, sur ce qu'on appelle l'héritage microbien, qui est finalement comment les pratiques culturelles façonnent les communautés microbiennes qui, en retour, modifient les fonctions qui affectent les couplages carbone-azote. Et puis, en dernier, je prendrai un exemple sur ces interactions carbone-azote qui déterminent les émissions de protoxyde d'azote et qui sont finalement assez complexes, mais au cœur de la problématique des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, je reviens rapidement sur ce schéma assez compliqué, juste pour positionner, hein, pour dire quand même que les cycles du carbone sont naturellement couplés. J'aurais pu mettre, j'ai mis un P et un S, j'aurais pu mettre sur certaines de ces flèches aussi le phosphore et le soufre, hein, puisqu'on parle des matières organiques. Mais aujourd'hui, donc, bien sûr, via la photosynthèse et la nutrition azotée, qu'elle soit d'origine de fixation biologique ou par les engrais minéraux et organiques et les fournitures du sol. Et puis, ces matières organiques, Claire l'a dit, donc je vais très rapidement, hein, qui sont recyclées vers les sols, et donc ça recycle les éléments ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de la biomasse microbienne hétérotrophe, en quoi elle couple ces cycles, et des flux associés d'organisation, minéralisation, hein, qui conduisent bien sûr à la stabilisation, Claire l'a très clairement montré, du carbone, mais aussi au flux de CO2, au flux de N2O et de N2. Donc, tout d'abord, sur ces transformations du carbone organique par les décomposeurs hétérotrophes. Donc, en fait, Claire l'a dit, j'y reviens, le carbone organique issu des matières organiques des sols ou des résidus végétaux est soit transformé en nouveau carbone microbien, soit respiré en fonction des facteurs. Jusque-là, tout va bien, c'est assez évident pour tout le monde. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit si on regarde cette évolution du carbone à partir d'apports de carbone frais, par exemple, il y a des petits décalages, bon, on va observer dans un sol sans apport frais une respiration, une production de CO2 qu'on va pouvoir qualifier de respiration basale qui correspond à l'activité microbienne de transformation des matières organiques. Mais si on apporte un résidu frais, par exemple une litière, on va voir en comparaison une forte production de CO2 qui correspond à la respiration des micro-organismes du sol qui se sont développés grâce au carbone organique apporté par les litières végétales, les produits organiques. Et si on mesure ce qui peut arriver, hein, si on suit la croissance microbienne en parallèle, eh ben, on pourrait, par exemple, par des mesures de carbone microbien, pour ceux qui connaissent, par des fumigations, extractions ou par d'autres méthodes d'analyse, on verrait une croissance rapide de la communauté microbienne hétérotrophe, hein, qui se développe grâce au carbone, et puis après une décroissance. Et ce carbone microbien, c'est bien une formation de nouveaux carbones microbiens à partir de la litière. Et ce carbone, on peut exprimer, Claire l'a évoqué, la quantité de carbone microbien fabriquée, hein, en la rapportant à la quantité de carbone dégradé. C'est ce qu'on appelle un rendement d'assimilation microbien du carbone apporté,
que nous, les chercheurs, on appelle souvent le carbon use efficiency, hein, on a tendance à utiliser des termes en anglais, qui est une efficience d'utilisation du carbone microbien. Alors en fait, pourquoi c'est très important? Ben parce que ça partitionne dès le départ. Dans ce carbone, je reprends ce schéma hein, du carbone de litière végétale ou de matière organique des sols, une décomposition, une efficacité d'assimilation du carbone vers le carbone microbien. Et puis, on a parlé de nécromasse, c'est la mortalité microbienne qui va alimenter la matière organique des sols. Et donc, cette efficacité, le 1 moins cette efficacité, ce ratio ici, va déterminer finalement la proportion du carbone décomposé qui part sous forme de CO2. Et donc, on voit bien que on pourrait, les écologistes microbiens parlent de traits fonctionnels hein, de la communauté du sol. L'efficacité d'assimilation en est un et est vraiment majeure puisque ça détermine en fait au départ cette partition de ce qui va aller vers le sol et être minéralisé plus tard. Claire l'a montré avec le renouvellement des matières organiques de ce qui est minéralisé. Et alors, que se passe-t-il? Donc, ce CUE va dépendre de la nature des substrats, de l'investissement qu'il faut faire en énergie pour dégrader par des enzymes des substrats plus ou moins récalcitrants et bien sûr des communautés microbiennes impliquées. En fait, du coup, qu'est-ce qui se passe pour les nutriments? Et là, je vais parler plutôt de l'azote, mais j'aurais pu parler. Les flux de nutriments sont pilotés par les rapports entre la quantité de carbone, la quantité de nutriments des substrats et des consommateurs. On parle là aussi un terme un peu compliqué, mais qui se généralise de stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est le rapport, les substrats, mais aussi les êtres vivants. Nous, on a des rapports stoichiométriques, je ne peux pas vous les donner exactement, mais des rapports entre le carbone, l'azote et même le phosphore et le soufre des éléments. Et on va voir que c'est ça qui pilote. Alors en fait, si je prends par exemple la décomposition d'une paille de blé à maturité, une paille, ça peut avoir un rapport carbone sur azote de 100, ça veut dire que quand il y a 100 carbone, il y a 1 azote. On peut faire la biomasse microbienne, on va donner une hypothèse plausible d'un rapport carbone-azote de 8, ça veut dire, vous voyez donc ce qu'il faut, et d'une efficacité d'utilisation du carbone, par exemple, de 40%. On dit que quand on dégrade 100 carbone, on va en trouver 40 dans la biomasse microbienne. Et donc, la biomasse microbienne, pour avoir un C sur N de 8, elle a besoin de 5 azotes. Et donc, en fait, la dégradation n'en fournit que 1. Et donc, vous voyez qu'une biomasse microbienne qui décompose une paille doit trouver dans son environnement de l'azote pour assurer son rapport carbone-azote. Et donc, elle va le prélever. Par contre, si on prend la décomposition, par exemple, de résidus d'une culture intermédiaire piège à nitrate, par exemple, j'ai pris un seigle qui aurait un rapport carbone sur azote de 10. Ça veut dire que pour 100 carbone, on trouve 10 azotes dans la biomasse végétale. Admettons une utilisation du carbone un peu supérieure, mais c'est un cas d'école, hein, ça n'a pas vraiment d'importance sur le raisonnement. On voit que quand la biomasse va assimiler 60 carbone, elle aura besoin pour respecter son C sur N de 7,5. Or, la dégradation du seigle en fournit 10. Donc, on voit ici que les efficiences d'utilisation du carbone et les rapports stoichiométriques déterminent finalement le bilan, notamment des flux d'azote. Ici, on va avoir une libération d'azote. C'est ce qu'on voit si on incube ces résidus dans un sol. Ici, je retrouve la paille de blé en bleu et le seigle culture intermédiaire avec des surènes, j'ai mis 12, excuse-moi, c'est 10 enfin. Et donc, on voit bien sûr que la qualité des litières va déterminer à gauche des cinétiques de minéralisation plus ou moins rapides qui dépendent de la qualité des résidus concernés. Ici, un seigle jeune va avoir une biomasse plus labile qui va se dégrader plus vite, mais surtout, et c'est ce qui intéresse l'agriculteur et l'environnement, on regarde les effets sur l'azote minéral dans le sol et bien sûr, la dégradation de la paille va provoquer finalement une disparition temporaire de l'azote minéral correspondant à une immobilisation, une organisation, il y a différents termes, hein, qui est de l'assimilation microbienne de l'azote par les décomposeurs, alors qu'il y a un surplus d'azote libéré
par la dégradation du seigle. Donc, vous voyez par exemple au bout de 30 jours que si on est avec de la paille, du blé ou du seigle, on se trouve dans des situations complètement différentes du point de vue de l'azote en raison, à nouveau, de ce pilotage par les besoins en azote des micro-organismes et les fournitures en azote des substrats qui les décomposent. Donc, en fait, je vous ai montré que la qualité des résidus et leur richesse en azote va impacter la dynamique de l'azote au cours de la décomposition et que les besoins en azote des micro-organismes sont importants pour respecter leur rapport C sur N qui peut varier un peu. J'ai pris un exemple de 8, mais il peut être un peu plus élevé. Et donc, on voit bien que dans un certain nombre de situations, il n'y aura pas l'azote nécessaire à la dégradation du carbone, ou en tout cas pas instantanément. Et en fait, on observe qu'il y a ce qu'on appelle un rétrocontrôle de la dynamique de carbone par la disponibilité de l'azote, à cause des besoins des micro-organismes. Ici, je rapporte des résultats sur une expérimentation au laboratoire où avec un résidu de paille de blé qu'on avait incubé soit à la surface du sol, vous avez la petite photo à gauche, soit incorporé dans le sol, et ce sol soit n'avait pas d'azote minéral ou juste la valeur initiale, soit on a ajouté plus N de l'azote dans le sol des résidus en surface ou incorporés. Et donc, en fait, on a regardé ce que ça faisait pour la paille de blé. D'une part, donc avec le même formalisme, je vous présente la courbe de minéralisation du carbone cumulé en pourcent du carbone apporté. Et donc ici, vous retrouvez les formalismes des couleurs. Le bleu, c'est celui qui a le plus d'azote. Les résidus sont incorporés avec beaucoup d'azote dans le sol. Et le vert, c'est ceux qui sont en surface avec pas d'azote dans le sol dessous. Et on voit bien ici que la minéralisation de la paille de blé est d'autant plus rapide que le résidu, que l'azote est accessible pour autour des résidus, c'est-à-dire la situation bleue avec les résidus incorporés avec beaucoup d'azote dans le sol. Et cette minéralisation ralentit dans les situations où l'azote n'est pas présent, où l'azote est moins accessible. Donc ça, c'était des choses un peu connues, mais qu'on ne sait pas toujours bien prédire. Et puis surtout, on regarde les effets sur la minéralisation nette de l'azote. Et là, alors, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire on s'aperçoit ici que moins les résidus ont d'azote disponible, la situation verte surface sans azote, et plus la minéralisation nette est forte, ou moins l'immobilisation est, je parle en négatif, moins la minéralisation est forte, et donc la décroissance ici, l'immobilisation est d'autant plus importante que l'azote est disponible. Donc, on s'aperçoit ici que finalement, la localisation des résidus et la disponibilité de l'azote influencent d'une part la vitesse de dégradation des résidus, les micro-organismes décomposeurs qui n'ont pas assez d'azote à leur disposition vont ralentir leur dégradation, et d'autre part, finalement, modifient l'azote, et donc on pense probablement modifie d'une part les communautés dégradantes, et d'autre part peut-être un peu modifie les C sur N des communautés dégradantes de façon à pouvoir décomposer, comme dans la situation en vert ou rouge, avec moins d'azote immobilisé. Je vais passer maintenant à cette notion un petit peu d'héritage microbien, qui est finalement, vous voyez, on sait en général, on regarde sur ce schéma comment les pratiques culturales finalement vont modifier, vont altérer certaines fonctions de dégradation du sol, par exemple la minéralisation ou la stabilisation, mais finalement approché par cette notion un petit peu d'héritage microbien, c'est regarder finalement comment les pratiques culturales façonnent, modifient les communautés du sol qui en retour modifient les fonctions. Alors, l'évolution des communautés, des communautés microbiennes, on sait à peu près le faire maintenant par des caractérisations de la structure, de la diversité des communautés. Voilà, c'est coûteux, c'est assez lourd, mais on sait le faire. Mais par contre, on a encore du mal à faire ce lien, cette flèche avec ce point d'intégration sur la relation
entre les communautés et les fonctions. Donc, je donne deux exemples très rapidement, hein. L'un, c'est une étude qu'on a faite dans le cadre d'un projet INRAE du métaprogramme EcoServe, où on a regardé à travers ce qu'on appelait un gradient d'anthropisation. On a été chercher du sol sur 3 sites de systèmes d'observation en environnement, sur 3 sites. On a regardé finalement comment, avec des pratiques à long terme, hein, toutes les pratiques avaient entre 7 et 15 ans d'historique, hein, comment finalement les fonctions avaient été altérées, donc de systèmes de rotation en grande culture jusqu'à des prairies permanentes avec des prairies temporaires. Et on a regardé ça sur deux fonctions. D'une part, cette efficience d'utilisation du carbone dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, qui ici varie entre 0,4 et 0,6, donc 40 à 60% du carbone qui part vers la biomasse microbienne. Et voilà nos situations en rotation de grande culture, en prairie temporaire et en prairie permanente. Et on voit que ce CUE augmente finalement avec les prairies permanentes, indiquant que par unité de carbone dégradé, il y a davantage de carbone qui part vers le carbone microbien. Et on a regardé aussi sur la fonction qu'a évoqué Claire de priming effect, qui est finalement le fait que l'ajout de matière organique fraîche déstocke une partie de la matière organique stabilisée. Et ça, on l'a fait grâce à, je n'ai pas le temps de rentrer dans les méthodologies, mais et donc ici, c'est les mêmes codes couleurs. Vous voyez que ce priming, ce déstockage du carbone plus ancien, ici, est moindre pour les situations de prairies permanentes et plus important pour les situations de grandes cultures et de prairies temporaires. On voit donc que les traitements avec une faible anthropisation, notamment les prairies permanentes, favorisent les communautés microbiennes qui ont des carbon use efficiency, des efficiences du carbone plus forts et des priming effects plus faibles qui favorisent tout simplement la stabilisation du carbone. Un autre exemple, c'est le même ici, c'est sur le site d'Estrémons, sur le SORE-ACBB, où on a comparé deux pratiques culturales différenciées depuis 2010, labour conventionnel et travail du sol réduit, en prélevant la couche 0,10 de ces systèmes. Et puis, on y a apporté deux litières marquées, du blé jeune et du blé mature. Et ici, on a regardé à nouveau les effets sur l'efficience d'utilisation du carbone et sur l'efficience enzymatique. L'efficience enzymatique, c'est finalement la quantité d'enzymes utilisées par unité de carbone minéralisé. Hein, c'est un rapport entre finalement ce que la micro-organisme investit dans les enzymes et l'efficacité de transformation. Et là, on voit entre le blé immature, les résidus blé mature, et puis entre le labour et puis le travail du sol superficiel, que les résidus finalement matures et du travail du sol réduit favorisent des communautés microbiennes. En l'occurrence, on a pu montrer que c'était des champignons, avec une efficacité d'utilisation du carbone plus forte et une efficience enzymatique plus élevée. Tous les deux favorisent la stabilisation du carbone. Mon dernier exemple, Sylvie, il est sur... va falloir conclure, désolé. Oui, je suis presque, oui, et ça fait 15 minutes. Sur ce couplage carbone-azote et émission de N2O, nous avons montré que ces résidus de culture, je vous l'ai dit, à la fois boostent la croissance microbienne et impactent l'équilibre entre minéralisation et organisation de l'azote. Donc, en fait, ces apports de litière dans les sols ont des effets sur l'azote et des effets carbone. Les effets carbone, c'est la consommation d'oxygène due à la croissance hétérotrophe à la respiration, la modification de la structure du sol, de l'humidité. Et donc, on voit bien que, par exemple, l'apport de résidus de culture dans des sols va à la fois modifier finalement les flux d'azote qui peuvent impacter les émissions de N2O et modifier les autres facteurs du sol qui vont, par exemple, déterminer le basculement ou l'importance de la dénitrification et la réduction de la nitrification. Donc, on voit que ces interactions carbone-azote sont déterminantes des émissions de N2O et on a pu le voir, cet exemple, avec des paillis de masse croissante, 0,48 et 12 tonnes, sur canne à sucre au Brésil, où à un moment on a apporté de la fertilisation et on voit que les pics de N2O sont d'autant plus importants
que la masse de paillis, donc la quantité de paillis apportée est importante. Et on voit surtout ici, si vous regardez ces pics, qu'après l'apport de fertilisation minérale, finalement, l'émission de N2O liée à la fertilisation minérale est d'autant plus importante que la masse de paillis est importante. Je conclurai donc, d'une part, que les cycles du carbone et de l'azote sont étroitement couplés, vous le saviez, par la dynamique des matières organiques via les communautés hétérotrophes. D'une part, la qualité physique et chimique des matières impacte l'efficience d'assimilation du carbone des décomposeurs et les rapports stoichiométriques qui impactent les besoins et les surplus. La distribution spatiale des matières organiques exogènes et la richesse en azote modifient l'accessibilité de l'azote des micro-organismes, modifient les vitesses de dégradation, les relations carbone-azote, et ceci est en interaction forte avec la qualité des résidus, je n'ai pas pu le développer. Et les pratiques culturales façonnent les communautés des sols, on voit que ça peut être à court terme, mais aussi à long terme, et impactent en retour leur fonction de biodégradation. On a parlé de l'efficience d'utilisation du carbone, le Prägning effet, l'efficience enzymatique, et en fait, c'est ce que l'on cherche à qualifier grâce à des indicateurs. Vous aurez des exemples de ces travaux dans l'exposé de ce matin je regardais à quelle heure, enfin sur les indicateurs, notamment le projet Microbioterre. Et puis, les couplages carbone-azote sont au cœur des émissions de gaz à effet de serre et en fait, c'est extrêmement complexe, hein, ces interactions carbone-azote. Parfois, elles sont antagonistes. Vous voyez bien que l'incorporation d'une paille peut apporter beaucoup de carbone qui va favoriser peut-être même de l'anoxie localement, mais en même temps réduire la disponibilité de l'azote par l'immobilisation. Et ces interactions doivent être étudiées, notamment dans des situations particulières qu'on appelle les hotspots et les hot moments, c'est-à-dire des moments, des rotations ou des cycles culturaux où finalement les conditions sont réunies pour ces émissions. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sylvie pour tous ces éléments qui ont généré pas mal de questions.